De sa guerre face à l'occupant nazi, à sa lutte pour la libération de l'Algérie, Anne Beaumanoir a déployé des trésors d'énergie, de courage et de malice pour que triomphe justice et liberté. Je suis née dans un petit village, le Guildo, en Bretagne. Mon père était d'une famille, les Beaumanoir, où on n'épousait pas une personne dont la mère pêchait les coques pour pouvoir élever 3 enfants, alors qu'elle était veuve. Donc mon père a fait un enfant avant l'âge de 21 ans, c'est-à-dire l'âge où il avait le droit de se marier à l'époque. Donc ma mère a accouché d'une fille, moi, en tant que fille-mère. C'est une révolte, c'est quelque chose qui, à l'époque, était insensé, en fait. Et je pense que je suis née, donc peut-être marquée, comme ça. Enfin là, j'exagère, hein, parce que je sais que ce n'est pas tout à fait vrai ce que j'étais en train de te dire là. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui, sans m'avoir poursuivi, a existé. Et puis, je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents... Alors peut-être que tous les enfants disent que leurs parents sont exceptionnels, mais je ne crois pas que mes enfants aient dit que j'étais exceptionnelle. Et moi, je dirais que mes parents étaient des gens absolument exceptionnels. Chez moi, dîner des fois ensemble, l'institutrice laïque, ils arrivaient à ça, et le curé. Même table que mon père et ma mère qui n'allaient pas à l'église. Donc je pense que j'ai eu une éducation, je ne sais pas le décrire mieux que ça, par des gens que je crois m'ont inculqué, en tout cas, que la tolérance, quoi, ça c'est sûr. Ça a été quelque chose de très qui m'a construit finalement, plus ou moins, toi, je veux dire. En tout cas, qui m'a fait m'engager, quoi, dans une vie un peu différente de mes copines de classe. Un jour, je vais avec mon vélo dans un endroit, dans le centre de la Bretagne, pour porter une lettre, je crois, je ne me rappelle plus très bien, et avec mon vélo. Et quand je rentre dans la grange pour mettre mon vélo, quoi, je vois le vélo de mon père. Donc mon père était au même endroit, très loin de chez lui, lui aussi. Il a dû pédaler plus vite que moi, parce qu'il avait fait le Tour de France, pas moi. On a compris les deux qu'on était dans la résistance, quoi. Mon père m'a dit, il faut rien dire à petite Marthe, c'était ma mère, quoi. Mais ma mère savait, évidemment, ça c'est sûr aussi, d'ailleurs elle a beaucoup participé après, tout ça, mais sûrement qu'elle savait déjà, tu vois, je veux dire. Mais bon, voilà. Je dois repartir tout de suite, parce que moi j'avais rien à faire que de déposer un truc. Mon père sans doute faisait autre chose. Il m'a jamais dit quoi, je lui ai jamais demandé. Quand je suis arrivée donc, pour être dans la résistance et clandestine à Paris, on m'a donné un rendez-vous au Luxembourg, à tel endroit, il y aura un type grand, etc., qui va te donner le rôle que tu auras, quoi, ce que tu vas faire. Et cette personne, c'était Roland. C'était absolument comme dans les films. Quand je l'ai vu, ça a été un choc terrible. Je suis devenue amoureuse, quoi, je crois, tout de suite. Chaque fois que je rentre au Luxembourg, je revis évidemment ce moment. Et c'est vrai, quoi, ça a été c'était un amour fou, quoi, franchement. On vit ensemble, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce que je fais dans la résistance. On ne s'est jamais dit. Hein. Néanmoins, on vit ensemble. Quand on est dans le danger comme ça, je pense que ça exacerbe probablement cette nécessité, quoi, d'amour, quoi. Quand on est clandestin, on n'a pas le droit d'avoir un contact, mais moi je me suis arrangée pour dire à mes parents que j'étais vivante à Paris. Et alors mes parents sont rentrés en contact avec moi, mon père, et ils ont dit, voilà, on va t'envoyer des colis, alors à 2 adresses d'amis à eux. Et un jour, je vais chercher mon colis, alors j'arrive, je sonne, et Isabelle m'ouvre, elle me dit, il va y avoir une race de juifs dans le 13e arrondissement, et nous, on connaît une famille cachée qu'il faut que la résistance sauve. Alors je suis sortie sans rien lui dire, hein, tu vois, et bon, j'ai dit
Parti, c'est interdit. Dans les mouvements de résistance, c'était totalement interdit. Un geste personnel de ce type qui peut mettre le groupe en danger, c'est vrai. Je ne peux pas te dire le temps de ma réflexion, mais ça doit être, tu sais, le temps de passer sur le palier, c'est même pas une minute, je pense, quoi. Je me suis dit, merde le parti, sauvons ces personnes si on peut, quoi. Bon, j'ai désobéi au parti, mais j'ai obéi à ma conscience, quoi. C'est ma désobéissance vertueuse, si tu veux aller par là, tu vois. Et donc je suis allé les chercher. Voilà. Il y avait dans la cache un monsieur que je trouvais très âgé, qui devait avoir 40 ans, tu vois, qui était monsieur Lizopravski. Il y avait une jeune dame, qui avait la vingtaine, quelque chose comme ça, avec un bébé dans les bras. Et puis il y avait 2 adolescents. Ils paraissaient l'un et l'autre, je crois, un peu plus âgés que moi, parce qu'ils étaient au moins aussi grands que moi, peut-être, et plus costauds, quoi. Qui étaient donc Simone et Daniel. D'abord, tout le monde s'est mis à parler en yiddish, donc j'ai rien compris. Et je pense à ce pauvre monsieur Lizopravski qui en est parvenu, mais il ne m'a pas cru, quoi. Je suis rentré, j'ai dû dire « Bonjour, me voilà, je suis la résistance, tu vois, je viens vous sauver. » Avec mes 2 tresses, toi, je pense qu'il a dû se dire que ça va pas, quoi, toi. Je les voyais se serrer les uns contre les autres, enfin les enfants, c'est leur père. Et je pense qu'ils disaient peut-être on se reverra plus, tu vois. Ils se sont plus jamais revus. Parce qu'effectivement, ça existait. Pas cette nuit-là, la nuit d'après. C'est un coup de peau, hein. Finalement, Daniel et Simone se sont habillés, ont mis leur manteau et m'ont suivi. D'abord, je commence par arracher l'étoile du manteau de Simone. Et on monte dans le métro. Comme très souvent, la rame s'arrête, les haut-parleurs, Achtung, couvre-feu. On est à 8h30 quoi, du soir à peu près. Une demi-heure plus tard, à 9h, n'importe qui est dans la rue sera tué sans sommation. Et là, j'ai eu peur, mais ma peur, c'était surtout, et si l'information était fausse? On se fait arrêter, ça y est, on ne savait pas Auschwitz, mais on est arrêté, quoi. Et peut-être que c'est pas vrai l'information, peut-être qu'il n'y aura pas de rafle rue des Moulinets. Et que c'est moi qui les emmène dans la gueule de loup, toi. Et ça, ça m'habitait tout le temps. Donc on arrive dans cette planque. On s'est dit avec Roland, on ne pouvait pas écrire. Roland, téléphoner trop dangereux, parce que moi j'ai compris que mes parents prendraient ces jeunes gens, que j'avais pas de problème pour trouver où il fallait les cacher, quoi. Alors il fallait que j'aille à Dinan. Pendant que je suis chez mes parents, les Allemands ont débarqué, ils étaient je ne sais pas combien, pour une arrestation dans ma planque. Roland a vu qu'ils pouvaient sauter, ils étaient jeunes, tant pis s'ils tombent dans le vide, sur le toit là-bas, pour essayer de s'échapper, ce qu'ils ont fait les 3. Quand mon père rentre à Dinan, il se fait arrêter par la Gestapo. Mais pas seulement pour se faire interroger sur moi, où je suis, etc. Alors on pense que bien que j'avais essayé de passer, tu sais, avec des lunettes inaperçues, etc., en descendant à la gare de Dinan pour aller jusqu'à chez mes parents qui habitaient à 50 mètres de la gare, c'est pour ça que je me suis dit, je peux le faire, j'ai dû être repéré. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Totalement affolée. Heureusement que mon père lui avait dit où était le rendez-vous avec ces jeunes juifs à Rennes. Ma mère est partie à Rennes, les a récupérés. Le parti découvre tout ce que je viens de vous raconter, toute cette aventure qui dure 4 jours. Et là, donc, on est punis. On envoyait Roland à Clermont-Ferrand et moi à Lyon. C'est très curieux. Un jour, j'étais dans le train, je ne sais plus d'où je revenais, d'une mission, et j'étais un moment absolument certaine qu'il avait disparu. C'est bizarre, je dis raconte ça parce que je suis biologiste, hein, mais ça me pose question quand même. Et puis le lendemain ou le surlendemain, le responsable, je ne sais pas ce qu'elle était exactement, une grande dame blonde ou plus âgée que moi, est arrivée m'appelant mon petit, et c'est elle qui m'a dit quoi, Roland était mort. Il a été arrêté, son réseau a été arrêté, il a été emprisonné à Clermont, et puis après on l'a mis
dans des wagons pour partir en Allemagne, très probablement, je ne sais pas, à Drancy à l'époque, avant de partir en Allemagne, ça je ne peux pas te le dire. Et donc, avec un autre gars, ils ont enlevé des planches du wagon et ils se sont laissés tomber, quoi. Mais ils ont commencé de marcher ensemble pour gagner des maquis dans le Puy-de-Dôme. Ils sont arrêtés dans une ferme à 3-4 km de l'endroit où ils devaient arriver, parce qu'ils étaient épuisés, je pense. Et ils ont été tués par les jeunes de cette ferme. Parce que j'étais reconnaître le corps aussi, quoi. Mais c'était quand même, quand les déportés sont arrivés, j'allais quand même voir si des fois ils n'arrivaient pas, tout en sachant qu'ils étaient morts. En fait, c'est assez incroyable. J'étais complètement déboussolée. La clandestinité, c'est terrible, quoi. Quand tu n'as pas de passé. Parce que je pense que tu deviens clandestin à 40 ans, tu peux te raconter ce que tu as fait, tout ça. Quand tu as 18 ans, t'es personne, t'es pas encore construit. Donc t'es rien. Et c'est très déboussolant, franchement. On s'en remet pas tout de suite, tu vois. Ça demande un certain temps. Ma mère a été assassinée, j'avais 15 ans. Elle a été jetée par la portière d'un train. Pour une question de... On voulait notre immeuble pour la Gestapo. Ma curiosité, ma connaissance en chimie m'ont permis d'être recruté par un laboratoire de résistance pour faire des faux papiers. Mon réseau a sauvé des milliers de personnes. C'est pas moi tout seul, mais mon travail a été d'une très grande importance. D'abord, sur les papiers, il y avait le tampon juif en rouge qu'il fallait enlever, sans laisser de traces. Donc ça, la chimie des matières colorantes, mais moi j'étais contre le fait d'enlever, j'étais pour fabriquer. Il y avait une telle quantité, un tel besoin. Trafiquer les papiers existants, c'est pas toujours possible, d'autant plus que souvent les gens ont essayé eux-mêmes de gratouiller, gribouiller avant de s'adresser à l'organisme, et donc c'était fichu. C'était la course contre la montre, la course contre la mort. Et je savais ce que c'est parce que j'avais passé 3 mois à Drancy. J'ai vu déporter des enfants de quelques mois. J'ai vu déporter une femme de 104 ans sur son brancard. Elle allait travailler en Allemagne. C'est difficile à dire. Comment voulez-vous que je vous dise? Je ne sais pas comment vous dire. L'arrivée, la descente des wagons, les cris, l'horreur, les camions qui emmènent les enfants et les vieillards, et les femmes, les déportés qui ouvrent les portes, qui vous dites que vous avez 18 ans, donner les enfants aux vieillards, des choses. Comment voulez-vous que je vous raconte? Je raconte tel que c'était, tel que seuls les gens qui étaient peuvent le dire, qui l'ont vécu. L'horreur des enfants. Dans mon transport, il y avait tous les enfants de Isieux, vous vous rendez compte? Alors, et avec les professeurs, alors, oui, voilà. Moi, j'aurais eu honte de lui demander, finalement. Mais évidemment, par des bribes, je savais. Et puis, parce qu'elle était, finalement, toute la souffrance qu'il y avait en elle. J'avais un numéro, là, quand même, ça se voyait. Oui, ça, c'est vrai. Et puis, toute la souffrance qu'il y avait, et en même temps qu'elle camouflait par une espèce de joie de vivre artificielle. Enfin, on a bien rigolé quand même. On a bien rigolé quand même, il faut le dire. Moi, je peux dire que ça a été un coup de foudre, c'est vrai. Oui, c'était une sorte de coup de foudre immédiat, une complicité immédiate. On croyait que le monde, on avait un certain poids sur le monde, et on s'est rendu compte à quel point c'était pas vrai. Et que voilà. Mais en même temps... c'est après que tu le découvres. C'est après. La théorie, c'est toujours après. Vous savez, c'est jamais avant.
On est pris par des ressentis, des sentiments. On croit que, voilà, il faut soutenir ça, et puis on se trompe et on se reprend. Mais c'est toute la vie comme ça. Beaucoup de jeunes comme moi sont devenus communistes dans la résistance. Comme j'ai été aux jeunesses communistes, je peux parler que de ce que je connais. Tu n'as le droit même pas à penser, quoi. Tu dois obéir. C'est tout. On te vide complètement de toi, de toi-même, quoi. Tu n'es plus rien, finalement. On ne connaissait pas le parti, comment ça fonctionnait. On s'est senti très rapidement floué, en fait. Parce qu'au fond, on y était allé aussi pour faire la révolution, en quelque sorte. C'est-à-dire plus de frontières, plus de guerre. Exactement ce qui ne se faisait pas, et ça, on a tout à fait compris. Tu as tellement l'impression de faire c'est probablement va être quelque chose que tu as choisi d'abord. C'est un choix. Que tu as choisi et que tu penses nécessaire, inévitable en quelque sorte. Tu fonctionnes, quoi, tu vois. Mais tu fonctionnes comme une espèce d'objet, quoi. Tu vois, tu es vidé de toi-même. D'autant que tu n'as plus tu as trop d'identité, alors tu n'as plus d'identité non plus. La mémoire à l'égard de tous les événements du XXe siècle n'est plus portée que par quelques-uns. Et c'est important de savoir qu'il y a toujours eu en France ce que j'appellerais un esprit de résistance. Esprit de résistance pendant la guerre de 39-45, qui était déjà celui d'Annette à l'époque, qui ne pouvait pas être le mien parce que j'étais simplement à ce moment-là un petit enfant juif pourchassé. Mais ensuite, à l'occasion de la guerre d'indépendance algérienne, beaucoup de Français ont quand même choisi leur camp et ont compris très tôt que peu importe ce qu'était le langage officiel institutionnel, l'indépendance de l'Algérie était non seulement inéluctable, ce qui devait être la conviction du général de Gaulle, mais en plus était justifié, ce qui était la conviction de tous ceux qui s'amassaient à Paris dans les manifestations pour justement réclamer cette indépendance. Il n'y a plus de ces grands mouvements inspirés par des idées de justice. C'est important de se rappeler que ça existait et en quelque sorte d'entretenir une flamme qui se remettrait à être active si ça devenait nécessaire. Moi, vous savez, si je me suis engagé dans la résistance, c'est pas parce que je haïssais les Allemands. C'était parce que les Allemands opprimaient les autres. Oui, absolument. Et puis, quand ça a été la guerre d'Algérie, je deviens l'oppresseur. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que personne n'oppresse personne. Qu'aucun homme n'oppresse un autre homme et qu'aucun État n'oppresse un autre État. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré dans les FN. C'est véritablement ça. Je trouvais que c'était une espèce de devoir, quoi. J'aurais pas pu me regarder dans la glace si je l'avais pas fait. Et moi, j'ai été l'avocat de Lucie et de Raymond Aubrac. Eh bien, Lucie Aubrac faisait la même chose qu'Annette. Elle allait dans les écoles et elle rappelait ce qu'était l'esprit de résistance. Et je pense que pour quelqu'un comme Lucie Aubrac, eh bien, l'action d'Annette se serait inscrite tout naturellement dans la sienne. La guerre d'Algérie, ça débute en 1954. Alors l'Algérie, c'est en Afrique du Nord. Vous savez où c'est l'Algérie, hein? C'est peuplé d'Algériens, évidemment. Mais il y avait eu la colonisation, c'est-à-dire une guerre qui a commencé en 1830, et l'armée française, les Français ont occupé l'Algérie, qui est devenue une colonie française. Et donc ces Algériens, il y avait un parti qui était un parti national, et ils ont décidé, parce qu'on ne leur donnait pas un statut qu'ils réclamaient, d'égalité entre les Français qui étaient en Algérie et les Algériens. Alors ils ont décidé d'une guerre qui a commencé en 1954. Elle opposait en quelque sorte les Algériens qui voulaient que l'Algérie leur appartienne puisqu'ils étaient les Algériens locaux, et puis les Français, la France, qui à l'époque était gouvernée par quelqu'un de très connu, De Gaulle.
Ils ont décidé aussi de faire une guerre contre ces Algériens. Et les Algériens, ils étaient organisés dans une très grande organisation qui s'appelait le FLN, le Front de Libération Nationale Algérienne. Alors ce FLN avait une structure aussi en France. Ils aidaient évidemment leurs copains qui étaient en Algérie et qui, eux, faisaient vraiment la guerre. Ils étaient clandestins, donc il fallait trouver les moyens de les cacher. Parce que si on savait qu'il était du FLN en France, quand ils étaient arrêtés, c'était pas rigolo pour eux. On avait encore la guillotine à l'époque. Il y a eu des Algériens guillotinés par les Français. Alors donc, il y a des gens qui ont décidé d'aider le FLN. Voilà. Ça a été mon cas. Alors vous allez me dire, mais c'est un traître. Oui. Il fallait l'accepter. La guerre d'indépendance des Algériens, ce qui était le plus important, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup aujourd'hui, c'était la résistance civile et les alliances. Et donc, comme en France, les alliances avec les mouvements politiques posaient beaucoup de problèmes, étaient très difficiles. Les gens qui se sont situés d'emblée sur le plan de l'anticolonialisme et du soutien à la révolution algérienne, révolution anticoloniale, anti-impérialiste, mais pas révolution au sens où on l'entendrait pour la révolution française ou la révolution soviétique. Donc, ils étaient absolument indispensables et ils ont fait partie de la victoire des Algériens. Je l'ai persuadé qu'il fallait qu'il mette son talent au service de l'Algérie. Voilà. Donc, je l'ai pris par la main un jour et je l'ai amené à la Romerie, Oui. voilà, pour qu'il rencontre un responsable du réseau. Mais je lui avais déjà dit, ce type-là, il va faire les faux papiers. C'est un processus assez simple. On sympathise pour un mouvement. Et puis, on fait comprendre qu'on est prêt à leur rendre service. J'étais communiste. Je n'appartenais plus au parti depuis que j'étais fâché, non pas fâché avec eux, mais que les excès de leur politique étrangère m'avaient fait m'éloigner d'eux. Mais j'étais sensible au problème de colonisation. C'était tout un courant contre l'Union soviétique, contre le Parti communiste. Voilà, c'est un courant de gauche qui proteste. C'était des morts inutiles des deux côtés. Il fallait faire quelque chose. C'était pas pour la France contre l'Algérie ou pour l'Algérie contre la France. C'était pour la fin de ce désastre, de s'entretuer inutilement, puisque de toute façon, la décolonisation était irréversible. On a compris que c'était l'armée qui allait gouverner, qu'il n'y avait aucun espoir de voir autre chose qu'une guerre s'installer, et vraiment une guerre coloniale avec des méthodes qui n'étaient pas acceptables pour nous qui avions lutté contre le fascisme, le nazisme. Ces rapports horribles entre les hommes ne devaient plus exister. On était en train d'appliquer ça en Algérie, c'était insupportable. On a organisé le passage de frontières, la sécurité, aider les déserteurs. Et il y avait un travail énorme. On finit par être entraîné dans les aventures des maquis, des maquis, pas bidons, mais des maquis bricolés qui avaient été organisés par le Parti communiste algérien, où tout le monde est arrêté ou tué. Et à ce moment-là, il y a des gars qui parlent sous la torture, enfin, même si c'est pas des tortures, enfin, qui parlent à la police. Donc on est arrêté, mon épouse et moi, et puis on a passé l'année 55-56 en prison. J'ai été 3 ans et demi dans la résistance. Tous les jours, je pouvais avoir la tête coupée. Là, n'importe comment, ils ne couperont jamais ma tête, quoi, tu vois, je veux dire. Annette était à mes yeux un personnage extrêmement romantique. Elle avait déjà, étant encore ado,
eu l'occasion de montrer dans la résistance qu'elle parvenait à aider quelques juifs menacés. Et au fond, quelques années plus tard, dans un contexte politique tout à fait différent, j'étais pas étonné qu'elle était émue par la situation des Algériens luttant pour leur indépendance et dont certains en France vivaient de manière clandestine. Mon engagement à 17 ans dans la résistance, ça, c'est facile à 17 ans de s'engager. D'ailleurs, il faut s'engager. Enfin, c'est sûr, il faut faire des choix difficiles quoi, pour ton âge. C'est nécessaire. Parce que ça te construit. Mais quand tu as 36 ans, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. J'ai 2 enfants, j'ai un mari, je suis un chercheur déjà assez connu, une belle maison, ça va bien. J'aurais pas aidé de la même façon les Algériens si j'avais pensé qu'à la fin du mois, mes enfants, ils n'auraient pas eu à bouffer parce que j'aurais pas travaillé. Je me suis engagée parce que c'était possible pour moi. Je ne demandais qu'à aider Annette s'il lui arrivait quelque chose de fâcheux. Et il lui arrivait quelque chose de fâcheux. Elle a été arrêtée pour cette aide apportée au Front de Libération Nationale. Je faisais le chauffeur, l'intendant, tout ce que tu veux des 4 camps responsables de la Fédération de France. Ça fonctionnait un peu comme dans le Parti communiste. C'était des triangles aussi. Il y avait donc le patron, c'était Daxi, qui s'appelait Georges. Puis il avait 2 adjoints, dont un qui m'avait donné rendez-vous dans un parc à Montpellier. Alors, je vais dans ce parc et je vois que ce type, après m'avoir dit, on devait rester 2 minutes ensemble, 3 minutes, il me balade dans le parc. Et je ne sais pas comment, je dis, il cherche à me faire reconnaître celui-là. Quand on était en France, on craignait d'autant plus pour notre vie que les coups pouvaient venir de vos propres compatriotes, qu'on se connaissait bien, qu'on avait milité ensemble, qu'on s'est battu ensemble et qu'ensuite des différenciations se sont faites. On craignait ça, on craignait aussi, si vous voulez, la répression française. Et personnellement, j'ai été menacé de mort par mes compatriotes à l'intérieur même de l'organisation. Je rentre et je dis à Georges, c'est un flic. Il me dit, mais d'où tu sors ça? C'est pas vrai, c'est un militant incroyable, formidable. Je dis, moi, se passe 15 jours. Georges et moi, on dormait dans le même endroit parce qu'on devait partir le lendemain de 5 h du matin. On montait d'abord à Firminy, puis après de Firminy, on devait aller à Paris. Tout se passait très mal à Paris, il y avait plein d'arrestations. Et on s'est fait arrêter. J'ai pris le risque. Quand je me suis engagée avec les Algériens, je savais que je pouvais être arrêtée. On pense toujours qu'on aura la baraka, que c'est pas à toi que tu arriveras, mais en même temps, tu le sais. Donc, t'es arrêté, t'es en prison. Il n'y a pas d'autre issue. J'étais très triste, mais bien triste pour elle, parce qu'elle était quand même mise en prison. Voilà, et puis il y avait des grandes déclarations de Georges Kejman. Non, c'était très spectaculaire. Elle était accusée de tous les maux. Ça faisait la une de la presse. C'était la première affaire de ce genre qui m'avait été confiée. Et j'étais très heureux d'être assisté par Georges Kejman. Ça correspondait à la mission que j'attribuais aux avocats, c'est-à-dire être à contre-courant de l'opinion quand l'opinion se trompe. Les mystérieuses activités de la doctoresse Annette Roger, écrouée comme complice du chef de la Wilaya 4, provoquaient des scènes de ménage entre elle et son mari. Le docteur Roger s'est réfugié chez des amis. Le docteur Roger, lui, pendant que j'étais arrêtée, c'est lui qui transportait les millions dans le train à Paris. Alors, écroué à la prison de Baumette, comme complice du chef du FLN de la zone sud, etc., de la France. Cette doctoreuse de 36 ans, médecin de réputation mondiale, même, tu vois, femme ravissante, voilà, pleine de séduction, militante, politique, passionnée. Alors, à un moment, il dit surtout que pendant que je déjeunais, je lisais Marx. Ça me fait marrer. Bon, tout ça aussi, c'est faux, quoi. Voilà.
Annette était à Marseille, c'était son double visage, pas seulement une auxiliaire, une aide, une amie du FLN, elle était également une notable. Annette, d'abord, avait un nom de jeune fille magnifique, Annette Beaumanoir, ça fait tout à fait romanesque. Elle était pas seulement médecin, mais un médecin extrêmement qualifié dans son domaine qui était celui de l'électroencéphalographie, donc on ne pouvait quand même pas la traiter comme n'importe qui. Je n'admettais pas qu'une personne de sa grandeur soit traînée devant les tribunaux. Elle méritait de recevoir les visites que je lui prodiguais le plus possible. Alors moi, je vais vous dire, je me faisais belle. Parce que je me disais quand même, Françoise, dans la prison de femmes, personne n'avait un avocat qui venait la voir chaque jour. Personne. C'est très important quand tu es enfermé, toi. Et je suis arrivé à vous faire commenter avec moi les succès de l'Olympique de Marseille. Ah oui, voilà. Oui, on parlait aussi de l'Olympique de Marseille. Et c'était très très important pour moi. C'était devenu... Après, si un jour il ne pouvait pas venir, alors ça me manquait terriblement. Et puis, il s'est révélé que Annette attendait un enfant. Ça peut paraître banal, ça l'est déjà moins en prison, et on pouvait craindre des complications pour cet accouchement. Nous avons donc fait valoir cela, et il a été possible, en plaidant devant la cour d'Aix, d'obtenir sa mise en liberté pour raison médicale. Elle est donc rentrée chez elle, et elle a accouché. Et puis, elle s'est rétablie, et son procès est devenu devant le tribunal militaire de Marseille. Ils étaient habillés en uniforme, avec leurs médailles. Tous les autres qui avaient déjà été jugés avaient eu 10 ans. Moi, je faisais la même chose qu'eux, exacto. Alors, il n'y avait pas de raison que j'ai moins ou plus. Emporté par son apathie plus ou moins volontaire, le tribunal a oublié de remettre Annette immédiatement sous mandat de dépôt, puisque, après tout, on peut dire qu'elle était guérie de son accouchement. Donc Annette est rentrée chez elle. Annette ne s'est pas représentée à son nouveau procès, mais entre-temps est passée en Tunisie et a rejoint là les troupes extérieures du FLN. Quand j'ai appris son évasion, je ne peux pas penser autre chose que bravo. Elle a quand même quitté la France. En quittant la France, elle a quitté non seulement sa famille et ses amis, mais elle a quitté son mari, ses enfants. Elle arrive à Tunis. À Tunis aussi, elle est seule. C'est l'image de soi, c'est compliqué de se construire à rebours un peu des schémas et de la norme de l'époque. Et c'est ce qu'elle a fait. Jo essaye de venir, donc de passer la frontière avec les 3 enfants, mais il est refoulé. On lui supprime son passeport et son passeport de tous les enfants. C'est une catastrophe, quoi. J'avais tout organisé, quoi, toi, pour les avoir à la maison. J'avais loué la maison, machin, les écoles. Quand c'est la fin de la guerre, je passe en Algérie. Quand on arrive en 62 dans cette Algérie-là, il y a eu 7 ans de guerre et puis tout est dévasté parce que souvent les colons ont fait terre brûlée. L'OS fera terre brûlée aussi, c'est-à-dire ok on s'en va, mais les gars on vous laisse rien debout. Mais ils avaient d'ailleurs fait sauter des tas de trucs. On a trouvé Mustapha mutilé, l'hôpital, par les médecins. Ouais. Quand Annette est arrivée de Tunisie, le pays était dans un état effroyable, y compris bien sûr au niveau médical. C'était un pays à l'époque d'environ 9 millions d'habitants et il y avait à peine une centaine de médecins, avec certaines régions qui étaient encore beaucoup plus défavorisées que d'autres. L'Algérie de l'époque, il y avait 2% de la population qui était allée à l'école. Il y avait l'Algérie utile, celle des colons en fait, quoi. Et puis l'autre Algérie, où il y avait, c'est vrai, l'influence du FLN, etc., mais qui étaient des paysans très frustres, parce qu'ils ne pouvaient pas être autre chose. Intelligents, tout ce que tu veux, mais en même temps, s'adresser à ces gens-là, c'est pas s'adresser aux Algérois. Et alors, on a fait plein de choses comme ça, en allant trop vite. Même sur le plan de la santé,
2 ou 3 choses ont bien réussi, mais plein de choses que j'ai voulu faire ont échoué, par exemple. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai jamais demandé à ces gens, moi, s'ils voulaient ça. Tu vois? Parce qu'on n'avait pas le temps. C'est pas un déni de démocratie, mais on n'avait vraiment pas le temps, parce qu'on avait l'impression, c'est vrai que quand tu te retrouves dans un pays où il y a un médecin pour 350 000 habitants, tu t'obliges à aller très vite, tu comprends? Mais c'est une erreur. J'avais un statut un peu spécial, parce que moi, tout d'un coup, Ben Bella me téléphone. Annette, je voudrais absolument vous voir. Ben, le rendez-vous. Et puis il y avait l'Habitat, qui était un autre dirigeant. Les deux me disent qu'il allait me faire algérienne. J'aurais dit, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi je viendrais algérienne, quoi. Je ne vois rien d'algérienne, moi. Puis j'ai dit aussi, comme ça, je me suis dit, on ne peut pas me dire qu'il faut que je devienne musulmane. Un peu peur. Et alors j'ai dit, vous savez, moi je suis athée. C'est peut-être facile si on a une religion d'en changer, mais moi j'ai pas de religion. Et alors, Ben Bella a sorti une sourate, quelque chose, et m'a dit quoi, que on pouvait, le bon Dieu m'avait déjà absous il y a très très longtemps, voilà, que ça allait très bien, qu'on ne me demandait pas d'être musulmane. Et donc je suis devenue algérienne. Moi j'aimais beaucoup Ben Bella en fait. Pourquoi? Parce que par exemple, la mère de Ben Bella, on la met dans un lit, dans la salle commune, un peu séparée par des rideaux comme partout, de Mustapha. Elle est soignée par des Algériens. La femme de tous ces militaires et de tous ces ministres, et de tous ces ultra-gauches qui te disent tout ça, le mal de Ben Bella, si leur femme a un petit furoncle ici, elle va à Moscou ou à New York se faire soigner, tu comprends? Ben Bella, il vivait dans 3 pièces. Il faisait la cuisine. Des fois, on travaillait dans la cuisine, tu vois. Voilà. C'est une vie de militant, quoi, tu vois. Et je crois que ça ne plaisait pas tellement, tu vois. C'est vrai aussi, ça. Mais en même temps, c'était un tribun. En même temps, il aimait bien, tu vois, comme ça. Et puis, il aimait beaucoup faire plaisir à ses ennemis pour qu'ils l'aiment. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. Tout le monde veut qu'on l'aime, mais quand on est chef d'État, c'est pas tout à fait pareil. Tu avais eu une belle phrase, je vais la redire peut-être mal, tu avais dit, voilà, quand je voyais ces Djounoutes, je me disais, bon, ils méritent d'être algériens, ils méritent d'avoir leur identité et d'avoir leur pays, d'avoir leur Algérie, leur indépendance. Mais, ajoutes-tu, on n'aurait pas dû rêver plus loin. Moi, j'avais compris que l'armée allait prendre un jour ou l'autre le pouvoir. D'ailleurs, je le disais. Donc, j'étais pas tellement surprise. J'ai plutôt été surprise de la modalité, si tu veux. Et quand on est venu me dire que j'allais me faire... Bon, comment on est venu me dire que je vais me faire arrêter? La nuit, ils sont descendus, l'armée, en ville, avec des tanks, etc. C'était investi complètement. Et mon copain Martini, qui était chirurgien, français aussi, en Algérie, il me téléphone, il me dit, écoute, je sors de l'hôpital, il y a des chars partout, ils disent que c'est pour un film, mais j'aime mieux te prévenir. Tu m'as dit, ils disent que c'est pour faire un film, mais je préfère te prévenir. Ah oui, oui. Tu m'as dit ça exactement. Voilà. Et bon, et puis après, si ça vous intéresse, je sais pas, quelques 10 minutes plus tard, on a sonné chez moi, et quelqu'un qui me voulait du bien, bon, mais qui était avec Boumedienne, enfin pas très directement, mais presque, est venu me dire, Nakache vient d'être arrêté, et toi, c'est avant 8 heures. Donc, je suis partie, voilà. En marchant, tout d'un coup, je me suis rappelé, j'ai vu un couple de médecins français avec qui j'avais déjà discuté, qui je comprenais de mon côté, quoi. Je suis allée, ils partaient en vacances le lendemain, ils m'ont laissé dans leur maison, et par chance, dans leur jardin, ils faisaient faire 3 mètres, on pouvait aller dans un souterrain, donc s'il y avait danger, je pouvais aller dans le souterrain. J'ai fait prévenir par eux, avant qu'ils partent, les Cubains et les Maliens. Et donc, une fois, un Malien venait m'apporter à manger, le lendemain, c'était le Cubain. Elle avait des tas d'ennemis pour des raisons médicales, parce que elle était pour une médecine sociale et
le corps médical algérien n'était pas pour une médecine sociale, hein, et d'autre part, bon, elle était française. J'ai vécu seule dans cette maison pendant un peu plus d'1 mois. Je n'avais plus que cette jupe et ce corsage. Alors j'ai dit à mes 2 types là, de m'apporter chacun une robe. Alors il faut voir ce qu'ils ont apporté l'un et l'autre. Le Malien m'a apporté une robe, mais superbe. Alors, mais j'ai une vente, tu vois. C'est une robe collante, comme ça. À l'époque, ça allait jusque-là. Et puis avec des trucs comme ça, à travers, puis doré. Mais c'était beau, mais elle était très belle. D'ailleurs, je l'ai donnée à une copine israélienne pour son mariage, tu vois. Et puis l'autre, le Cubain, alors vraiment, il m'avait apporté quelque chose, vraiment, comme si j'avais 20 ans, tu vois. C'était froufroutant. Ah, c'était très joli. J'ai beaucoup hésité. J'ai fini par me mettre en vente à 7h du mat'. En me disant, voilà, je vais aller à l'hôpital Mustapha. J'ai rentré dans le service d'un type qui était cardiologue, que j'aimais beaucoup, que je savais totalement pour Boumedienne, mais que je savais aussi qu'il ne me dénoncerait pas. On a téléphoné à Georges Liesman. Il devait être en Suède pour plaider, mais il est venu quand même pour une journée. Il a su leur montrer que tout ce qu'il disait, c'était faux. Hein, et que maintenant, lui allait rapporter qui ils étaient, quoi. Qu'il allait faire savoir les gens qu'il avait rencontrés, qui n'avaient pas une parole vraie. Donc ça devait être vrai pour tout, qu'ils n'avaient pas une parole vraie. Tu vois. Donc ils ont commencé à mollir, ils ont sans doute discuté, ils l'ont reconvoqué, il est retourné vers 5h. Et il est arrivé en disant, ça y est, tu peux sortir, j'ai le papier. Et donc j'avais maintenant un passeport. Et puis on regarde le passeport, toi tu étais parti, il était périmé. Que faire? Alors là, il y a eu une mobilisation des copains, hein, je te le dis. Hein. Et finalement, un des types de le contrôle, la frontière, hein, d'ailleurs un des responsables, quand je vois son nom, je dis, mais j'ai soigné sa sœur à Tunis. J'ai sauvé sa sœur à Tunis. Et immédiatement, il a dit que je vais voir ce que je peux faire. Il faut qu'elle parte après-demain. On va y arriver. C'est difficile, quand il n'y a plus d'État, de recréer un État. On a réussi à le faire. En 3 ans, c'est pas mal. J'étais apatride. J'ai la nationalité algérienne, la nationalité française, mais j'étais quand même apatride. Et j'ai fait un choix de ne pas continuer à cause de mes enfants. Je me suis dit, non quoi, faut arrêter quoi. Ça a été à nouveau un choix difficile, j'ai réfléchi quoi. J'ai choisi d'aller en Suisse par sa proximité avec la France. J'ai été acceptée comme réfugiée politique tout de suite. Je savais que je pouvais passer la frontière clandestine pour aller voir mes enfants, ce que j'ai fait. Elle a été une petite Bretonne méritante qui devient une top des diplômés de médecine. C'est une des plus grandes neurophysiologues de son époque, spécialiste de l'épilepsie. Elle va devenir résistante, elle va sauver des enfants juifs, elle va s'embringuer dans l'affaire algérienne, elle va devenir porteuse de valise, mais elle ne s'arrête pas là, elle devient ensuite pied rouge. Elle va dans l'Algérie de Ben Bella, non seulement elle a transgressé, mais en plus elle a été utile. Et je crois qu'en fait c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie et qui aime beaucoup le plaisir. C'est une femme qui aime jouir de la vie et c'est en ça qu'elle a été très rare et très battante, jusqu'au bout. Nos parents nous ont très vite appris ce qui s'était passé, mais à chaque âge, on nous a donné une explication qui correspondait à notre âge. Pour nous, c'était naturel de les voir toujours et on savait qu'ils avaient caché ma mère et mon oncle. Alors, quand on est petit, ça a commencé tôt, hein, c'est 54, premier voyage, j'avais 4 ans. Hein. Oui, avec Annette et ses toi, parents. 6 ans. Moi, j'ai découvert très tard que vous n'étiez pas de la famille, en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que j'entendais votre nom comme on entendait les Racles, les Liso, enfin plein d'autres noms. Et au bout d'un moment, j'ai fait, mais je comprends pas, c'est qui? Et on m'a dit, mais non, mais elle n'est pas de la famille. Et c'est là qu'on m'a expliqué. Un peu, quoi. Voilà, mais parce qu'il y avait un lien tel... Je croyais vraiment que vous étiez de la famille, parce que ça va au-delà. Ça me va au cœur. Non mais c'est vrai, parce que ça va au-delà, qu'il y avait un lien vraiment qui s'est créé au-delà de la reconnaissance en fait. Ça me fait un... Voilà, ça me va droit au cœur, franchement. C'est que pour moi aussi, vous êtes ma famille, finalement. C'est vrai.
Quand je me dis « tu n'as pas servi à grand-chose », alors je dis non, j'ai quand même été l'avocat d'Annette Beaumanoir, n'exagérons pas. N'exagérez pas. J'ai eu une grande affection professionnelle et autre pour Annette, et même aujourd'hui, avec quelques années de retard, hein, mon affection dure toujours. Les avocats sont souvent amoureux des jeunes femmes qui défendent, et pour François Wieselnacker et moi, on était les deux avocats d'une jeune femme très belle, qui en plus, même si elle n'était pas reconnue comme telle par tout le monde, nous apparaissait comme une héroïne. On était forcément un petit peu amoureux. Son engagement n'a pas été seulement de faire dormir un gars un soir ou de porter un paquet. Elle était vraiment rentrée dans l'organisation. Si elle n'a jamais milité dans un mouvement libertaire, elle est de tempérament libertaire. C'était pas une héroïne hirsute, hein, Annette. Elle soignait sa mise, elle avait des tailleurs tout à fait chics. On peut dire que c'était une vraie résistante, mais en même temps une résistante de cinéma. Hein. Oh non. non. Non, tu avais beaucoup d'allure, Ne te plains pas. Elle a continué, elle était elle-même, jusqu'au bout. Elle a réussi à ne pas se laisser enfermer pendant 10 ans et s'est battue de toute sa vie. C'est quelqu'un que j'admire, qui est vraiment admirable et très humaine. Pas seulement sur le plan politique général, sur le plan humain individuel. Il y a un certain nombre de descendants qui augmentent périodiquement et qu'on se dit qu'on ne serait pas là s'ils n'avaient pas été là. Les Beaumanoir. C'est une fille formidable. C'est une femme extraordinaire, très courageuse, très culottée, très intelligente, et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des manques. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, elle est loin d'être parfaite. Elle le sait d'ailleurs. Elle, à mon avis, elle en a souffert, elle en souffre beaucoup. Elle ne dit rien, mais c'est vrai. Mais c'est mon Annette. C'est l'Annette que j'aime. Voilà, et vraiment... c'est un personnage, c'est sûr. Mon âge fait que je vais bientôt mourir. Mais en même temps, tant que je tiens le coup, tant que je peux le faire, je ferai ce que je fais maintenant. C'est mon engagement actuel. Devoir de mémoire, de parler avec vous, avec les enfants pour... essayer de leur expliquer que ce que nous avons vécu entre 1933 et 1939, du temps du nazisme, bien que ce ne soit pas évidemment la même chose, hein, rien ne se reproduit dans l'histoire, mais quand même, actuellement, dans notre Europe et dans notre monde, on est quand même dans des configurations politiques qui rappellent beaucoup cette époque. Et donc, pour moi, le danger même de guerre ne me semble pas écarté complètement. On peut résister, il y a toujours une bonne raison pour résister. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Quand je leur parle de la médaille que j'ai reçue en tant que juste, où il est écrit en hébreu, mais en français, vous voulez dire que sauver un homme, c'est sauver l'humanité. Je leur explique pourquoi c'est exact et je leur explique qu'aujourd'hui, il y a, comme toujours, ils peuvent chaque jour sauver l'humanité en sauvant, par exemple, un jeune émigré qui aurait leur âge et qui serait là en train d'attendre que l'on l'aide. Je crois aussi qu'en tout cas, que c'est nécessaire hein, et que ça les prépare peut-être à devenir des citoyens une autre citoyenneté que celle qui nous s'est imposée aujourd'hui.